Charles VIII n'avait que 13 ans quand son père Louis XI mourut en août 1483. Un gamin sur le trône de France avec des rêves trop grands pour son jeune âge. Louis XI, surnommé l'araignée pour sa ruse légendaire, avait passé sa vie à tisser sa toile diplomatique à travers l'Europe. Son fils héritait d'un royaume unifié, mais d'une personnalité totalement différente. Le nouveau roi était physiquement disgracieux. Petit, le visage marqué par une mâchoire proéminente et des lèvres épaisses, il compensait son apparence par une fascination maladive pour les romans de chevalerie. Pendant que son père complotait dans l'ombre, Charles dévorait les récits d'Arthur et de ses chevaliers de la table ronde. Ces histoires nourrissaient son imaginaire et lui donnaient des idées de grandeur qui allaient bientôt bouleverser l'Europe. Sa sœur Anne de Beaujeu prit la régence. Cette femme remarquable possédait toute l'intelligence politique qui faisait défaut à son frère. Elle gouverna la France d'une main de fer pendant 8 longues années, matant les révoltes des grands seigneurs et consolidant le pouvoir royal. Mais Charles grandissait, et avec lui grandissait son impatience de régner vraiment. Anne de Beaujeu comprenait parfaitement les faiblesses de son frère. Elle savait qu'il fallait l'occuper pour l'empêcher de commettre des erreurs irréparables. En 1491, elle arrangea son mariage avec Anne de Bretagne, la jeune duchesse de 15 ans qui venait de perdre son père. Ce mariage était un coup de maître diplomatique. Il rattachait définitivement la Bretagne à la couronne de France. Mais Charles VIII avait d'autres projets en tête. Depuis des années, il écoutait les histoires sur l'héritage des Anjou en Italie. Son arrière-grand-père Louis II d'Anjou avait été roi de Naples jusqu'en 1434. Techniquement, Charles pouvait revendiquer ce trône. L'idée germa dans son esprit comme une obsession. L'année 1491 marqua un tournant. Charles VIII épousa Anne de Bretagne en décembre, mais ce mariage ne l'apaisait pas. Au contraire, il y voyait une preuve de sa destinée royale. Si le sort lui avait donné une épouse si facilement, pourquoi ne lui donnerait-il pas un royaume en Italie? En 1492, Charles VIII prit enfin les rênes du pouvoir. Sa sœur Anne dut s'effacer, non sans inquiétude. Le jeune roi de 22 ans ne ressemblait en rien à son père. Là où Louis XI calculait chaque mouvement, Charles fonçait tête baissée. Là où l'araignée tissait patiemment ses toiles, son fils rêvait de charges de cavalerie et de gloire militaire. Les premières décisions du jeune roi révélèrent immédiatement ses intentions. Il commença par renforcer l'artillerie française. Depuis la fin de la guerre de 100 ans, la France possédait les meilleurs canons d'Europe. Charles ordonna la fonte de nouvelles pièces, plus mobiles et plus puissantes. Il fit venir des ingénieurs de toute l'Europe pour perfectionner ses machines de guerre. Parallèlement, il entama une série de négociations diplomatiques tous azimuts. Charles comprenait qu'une expédition en Italie nécessitait de sécuriser ses arrières. En 1493, il signa le traité de Barcelone avec l'Espagne, cédant le Roussillon et la Cerdagne contre la promesse de neutralité espagnole. Ce fut sa première erreur majeure. Il bradait des territoires français pour financer son rêve italien. La même année, il conclut le traité de Senlis avec Maximilien d'Autriche. La France rendait l'Artois et la Franche-Comté à l'Empire. Une nouvelle concession qui faisait grincer des dents les conseillers de son père. Mais Charles n'écoutait plus personne. Il était obsédé par son projet italien. L'argent coulait à flot pour préparer l'expédition. Le trésor royal, si patiemment constitué par Louis XI, fondait comme neige au soleil. Charles recrutait des mercenaires suisses réputés les meilleurs fantassins d'Europe. Il faisait forger des milliers d'épées, de hallebardes et d'arbalètes. Les forgerons français travaillaient jour et nuit. En Italie, la situation politique était parfaite pour une intervention française. La péninsule était divisée en une multitude d'États rivaux. Le duché de Milan était dirigé par Ludovic Sforza, dit le mort, qui avait usurpé le pouvoir au détriment de son neveu mineur. Florence était gouvernée par Pierre de Médicis, fils de Laurent le Magnifique. Les États pontificaux étaient dirigés par le pape Alexandre VI Borgia, l'un des pontifes les plus corrompus de l'histoire. Venise dominait le commerce méditerranéen, mais redoutait l'expansion française. Enfin, le royaume de Naples était aux mains d'Alphonse II d'Aragon, fils illégitime du roi Ferdinand. Cette fragmentation faisait la faiblesse de l'Italie face à une puissance unifiée comme la France. Charles VIII le comprenait parfaitement. Il savait que l'art de la guerre avait évolué depuis la fin du Moyen Âge. Les châteaux forts ne résistaient plus à l'artillerie moderne.
Une armée française bien équipée pourrait balayer tous les obstacles. L'année 1493 apporta à Charles VIII l'occasion qu'il attendait. Ludovic le Mort, duc de Milan, lui envoya des émissaires secrets. Le Milanais était dans une situation délicate. Son neveu Gian Galeazzo Sforza, le duc légitime, était maintenant adulte et commençait à réclamer son héritage. Pire encore, Gian Galeazzo avait épousé Isabelle d'Aragon, fille du roi de Naples. Cette alliance menaçait directement Ludovic. Le Moret proposa un marché à Charles VIII. Si le roi de France l'aidait à se débarrasser de la menace napolitaine, Milan soutiendrait les prétentions françaises sur Naples. C'était exactement ce que Charles voulait entendre. Un allié en Italie du Nord lui ouvrirait la route vers le sud. D'autres conspirateurs rejoignirent bientôt le complot. Giuliano della Rovere, cardinal de Saint-Pierre aux Liens, était en conflit ouvert avec le pape Alexandre VI. Della Rovere haïssait les Borgia et rêvait de les chasser du Vatican. Il promit son soutien à Charles VIII en échange d'une intervention française contre le pape. Même à Naples, Charles trouvait des alliés. Plusieurs barons napolitains, mécontents de la politique d'Alphonse II, entrèrent en contact secret avec les émissaires français. Ils promettèrent de se soulever dès que l'armée française franchirait les Alpes. Ces promesses enflammèrent l'imagination de Charles VIII. Il se voyait déjà chevauchant à travers l'Italie, acclamé comme un libérateur. Dans son esprit romantique, cette expédition devenait une nouvelle croisade. Il rêvait même de reconquérir Constantinople après avoir pris Naples. La cour de France se divisa sur cette question. Les anciens conseillers de Louis XI, menés par Philippe de Comines, tentaient de dissuader le roi. Ils comprenaient que cette aventure ruinerait les finances du royaume et créerait de nouveaux ennemis. Mais Charles s'entourait de jeunes nobles avides de gloire militaire. Ses courtisans encourageaient ses projets belliqueux. Anne de Bretagne, la jeune reine, observait son mari avec inquiétude. Elle venait de perdre son premier enfant et redoutait les conséquences de cette guerre. Mais Charles ne l'écoutait pas. Il était déjà parti en esprit vers l'Italie. Le 25 janvier 1494, Charles VIII quitta enfin Amboise à la tête de la plus formidable armée que la France ait jamais rassemblée. 30 000 hommes s'ébranlèrent vers les Alpes dans un équipage somptueux. L'avant-garde était composée de 1000 lances, l'élite de la chevalerie française. Chaque lance comprenait un homme d'armes lourdement équipé, 2 archers et un coutillier. Derrière la cavalerie marchaient 8000 fantassins français, armés de piques et d'arbalètes. Mais la vraie force de l'armée résidait dans ces mercenaires étrangers. 5000 Suisses constituaient le cœur de l'infanterie. Ces montagnards disciplinés maniaient leurs hallebardes avec une précision mortelle. Ils formaient des carrés imprenables qui brisaient toutes les charges de cavalerie. L'artillerie française était le joyau de cette armée. 40 canons de bronze accompagnaient l'expédition, traînés par des centaines de chevaux et de bœufs. Ces pièces pouvaient percer les murailles les plus épaisses. Jamais l'Italie n'avait vu une telle puissance de feu. Charles VIII avait emmené avec lui toute la cour de France. Nobles, prélats, secrétaires et artistes suivaient l'armée royale. Le roi voulait éblouir l'Italie par sa magnificence. Il emportait même sa vaisselle d'or et sa bibliothèque personnelle. Cette expédition ressemblait plus à une parade qu'à une campagne militaire. La traversée des Alpes se déroula sans incident majeur. L'hiver était clément et l'école praticable. Le 3 septembre 1494, l'avant-garde française franchit la frontière italienne. Charles VIII pénétrait enfin dans la terre de ses rêves. La première étape fut Asti, dans le Piémont. Cette ville appartenait à Louis d'Orléans, cousin du roi, qui revendiquait le duché de Milan. Charles y fut accueilli en triomphateur. La population piémontaise, lasse des guerres entre les différents princes italiens, voyait dans le roi de France un possible pacificateur. De là, Charles gagna Milan où Ludovic le Mort l'attendait. L'entrevue entre les deux hommes fut cordiale mais tendue. Le duc de Milan commençait à regretter d'avoir appelé les Français. L'armée de Charles VIII était bien plus importante qu'il ne l'avait imaginé. Ludovic comprenait qu'une fois maître de Naples, le roi de France pourrait bien convoiter d'autres territoires italiens. Après quelques jours passés à Milan, l'armée française reprit sa marche vers le sud. Charles VIII voulait frapper vite avant que ses ennemis aient le temps de s'organiser. Sa stratégie était simple,
fonçait sur Naples en balayant tous les obstacles sur son passage. La première résistance sérieuse vint de Sarzana, une forteresse génoise qui contrôlait la route de Toscane. Le gouverneur de la place refusa de se rendre. Charles ordonna immédiatement le siège. Ses canons entrèrent en action pour la première fois de la campagne. En quelques heures, les murailles de Sarzana s'écroulèrent sous les boulets français. Le gouverneur se rendit, terrorisé par cette démonstration de puissance. Cette première victoire eut un effet psychologique considérable. Partout en Italie, on parlait de l'artillerie française avec terreur. Les forteresses médiévales ne pouvaient rien contre ces nouvelles armes. Charles comprenait qu'il tenait là un avantage décisif. Florence fut la prochaine étape. Pierre de Médicis gouvernait cette république depuis la mort de son père, Laurent le Magnifique, en 1492. Contrairement à son père, Pierre manquait de charisme et d'habileté politique. L'approche de l'armée française provoqua une panique dans la cité toscane. Pierre de Médicis tente d'abord de résister. Il rassembla ses troupes et fortifia les passes des Apennins. Mais quand il vit l'artillerie française en action à Fivizzano, une petite ville qui fut entièrement détruite, il changea d'avis. Le 8 novembre 1494, Pierre vint personnellement se rendre à Charles VIII, près de Poggibonsi. L'entrée du roi de France à Florence fut un événement extraordinaire. Le 17 novembre 1494, Charles VIII pénétra dans la cité des Médicis en conquérant. Il portait son armure dorée et tenait sa lance au poing, selon l'usage des rois conquérants. La population florentine, massée sur son passage, l'acclamait comme un libérateur. Charles s'installa au palais Médicis et reçut les hommages de la noblesse toscane. Florence lui versa une indemnité de guerre de 120 000 florins et lui livra plusieurs forteresses stratégiques. En échange, le roi de France confirma les privilèges commerciaux des marchands florentins. C'est à Florence que Charles VIII rencontra pour la première fois Savonarole, le moine dominicain qui prêchait la réforme morale de l'Église. Savonarole voyait dans l'arrivée des Français l'accomplissement de ses prophéties. Il salua Charles comme l'instrument de Dieu envoyé pour purifier l'Italie. Ses discours flattaient l'ego du jeune roi, qui se prenait déjà pour un nouveau Charlemagne. Après Florence, plus rien ne pouvait arrêter l'avancée française. L'armée de Charles VIII fonçait vers Rome, semant la terreur sur son passage. Les petites villes se rendaient sans combat dès qu'elles apercevaient les canons français à l'horizon. Le pape Alexandre VI Borgia était dans une situation impossible. Il ne disposait d'aucune armée capable de résister aux Français. Ses mercenaires avaient déserté dès l'annonce de la défaite florentine. Le 31 décembre 1494, Charles VIII entra dans Rome sans rencontrer la moindre résistance. L'entrée royale dans la ville éternelle fut grandiose. Charles portait les insignes impériaux et se faisait précéder de ses héros qui proclamaient ses titres, roi de France, de Naples et de Jérusalem, empereur de Constantinople. Ses prétentions démesurées révélaient l'étendue de ses ambitions. Alexandre VI dut subir l'humiliation de recevoir son ennemi au Vatican. Le pape Borgia, habitué à manipuler les princes italiens, découvrait sa propre impuissance face à la puissance française. Charles exigea la destitution de plusieurs cardinaux hostiles à la France et la nomination de nouveaux prélats favorables à ses intérêts. Mais Charles VIII n'avait pas l'intention de s'éterniser à Rome. Son véritable objectif était Naples, et chaque jour perdu renforçait ses ennemis. Alphonse II d'Aragon avait abdiqué en faveur de son fils Ferdinand II, espérant que ce changement ralentirait l'avancée française. En vain. L'armée française quitta Rome le 28 janvier 1495 et fonça vers le sud. La résistance napolitaine s'effondra comme un château de cartes. Les barons du royaume, qui avaient promis leur soutien à Charles, se soulevèrent effectivement contre les Aragonais. Ferdinand II n'eut d'autre choix que de fuir vers la Sicile avec ce qui lui restait de troupes fidèles. Le 22 février 1495, Charles VIII entra triomphalement dans Naples. En moins de 8 mois, il avait conquis l'Italie du Nord au sud. Jamais campagne militaire n'avait été menée avec une telle rapidité. Le rêve du jeune roi français devenait réalité. Naples accueillit Charles VIII comme un libérateur. La population napolitaine, lasse des impôts et des vexations aragonaises, voyait dans le roi de France l'espoir d'un gouvernement plus juste. Les nobles qui avaient conspiré avec les Français
organisèrent des fêtes somptueuses pour célébrer la victoire. Le 12 mai 1495, Charles VIII fut solennellement couronné roi de Naples dans la cathédrale de la ville. La cérémonie fut éblouissante. Le roi portait une couronne d'or ornée de pierres précieuses et un manteau de pourpre brodé de fleurs de lys. Tous les grands du royaume lui prêtèrent serment de fidélité. Mais cette gloire était fragile. Pendant que Charles savourait son triomphe, ses ennemis s'organisaient. Maximilien d'Autriche, le pape Alexandre VI, Ferdinand le catholique d'Espagne et Ludovic le Mort de Milan signèrent le 31 mars 1495 un traité secret, la Ligue de Venise. Cette coalition avait un seul objectif, chasser les Français d'Italie. Les nouvelles inquiétantes commencèrent à affluer dès le mois de mai. Une armée espagnole débarquait en Calabre sous le commandement de Gonsalve de Cordoue. Les Vénitiens mobilisaient leurs troupes en Lombardie. Pire encore, Ferdinand II d'Aragon préparait son retour depuis la Sicile avec l'appui de la flotte espagnole. Charles VIII comprenait que sa position devenait intenable. Son armée, dispersée dans toute l'Italie du Sud pour tenir les places conquises, ne pouvait faire face simultanément à tous ses ennemis. De plus, les soldats français commençaient à être minés par les maladies tropicales. La dysenterie et la malaria faisaient des ravages dans les rangs. La popularité française à Naples s'érodait rapidement. Les impôts levés pour entretenir l'armée d'occupation pesaient lourdement sur la population. Les soldats français, mal payés, se livraient au pillage. Les nobles napolitains, qui avaient soutenu Charles, commençaient à regretter leur choix. Le roi de France prit alors une décision courageuse mais risquée. Plutôt que d'attendre l'étranglement progressif de son armée, il choisit de regagner la France avec ses meilleures troupes. Il laissa une garnison de 4000 hommes à Naples sous le commandement de Gilberte de Bourbon-Montpensier et prit la route du Nord avec 9000 soldats. Le 20 mai 1495, Charles VIII quitta Naples avec le gros de son armée. Il emportait un butin considérable, œuvres d'art, manuscrits grecs, soieries et épices. Mais il laissait derrière lui un royaume mal consolidé et des ennemis qui n'attendaient que son départ pour passer à l'offensive. La marche vers le nord fut un calvaire. L'armée française devait traverser une Italie maintenant hostile. Partout, les populations qui l'avaient accueillie en libératrice la considéraient désormais comme une force d'occupation étrangère. Les vivres étaient difficiles à trouver et les embuscades se multipliaient. À Rome, Alexandre VI refusa de recevoir Charles VIII. Le pape s'était allié à ses ennemis et ne voulait plus entendre parler de réforme de l'Église. Charles dut contourner la ville éternelle et poursuivre sa route vers la Toscane sous la menace constante d'une attaque pontificale. En Toscane, la situation avait également changé. Savonarola, qui avait salué l'arrivée des Français, commençait à prêcher contre eux. Il accusait Charles d'avoir trahi sa mission divine en se contentant de conquérir Naples au lieu de réformer l'Église. Florence fermait ses portes au roi de France. Mais le vrai danger venait du nord. Une armée de la Ligue, forte de 15 000 hommes, barrait la route des Alpes près de Plaisance. Cette armée était commandée par Francesco Gonzaga, marquis de Mantoue, l'un des meilleurs généraux italiens. Charles VIII n'avait pas le choix. Il fallait livrer bataille. Le 6 juillet 1495, les deux armées se rencontrèrent près du village de Fornouet, sur les rives du Taro. Charles VIII alignait 9000 hommes épuisés par des mois de campagne. Face à lui, Francesco Gonzaga disposait de 15 000 soldats frais, principalement des condottieri italiens et des stradiotes vénitiens. La bataille commença à l'aube. Les Italiens attaquèrent les premiers, cherchant à encercler l'armée française. Mais Charles VIII avait disposé ses troupes avec habileté. Il plaça ses Suisses au centre, ses canons sur les flancs et garda sa cavalerie lourde en réserve. L'attaque italienne se brisa sur la muraille de piques suisses. Ces montagnards disciplinés formaient un carré impénétrable que rien ne pouvait entamer. Leurs hallebardes fauchaient tout ce qui approchait. Les condottieri italiens, habitués aux escarmouches élégantes, découvraient la guerre moderne dans toute sa brutalité. Voyant l'infanterie ennemie en difficulté, Charles VIII lança sa cavalerie lourde. 1000 lances françaises chargèrent en ligne, leurs étendards claquant au vent. Le roi lui-même menait la charge, son épée à la main, criant « Montjoie Saint-Denis !» L'impact fut terrible.
la cavalerie italienne, moins lourdement équipée, ne put résister au choc. La bataille tourna rapidement à l'avantage des Français. Francesco Gonzaga, blessé, dut ordonner la retraite. L'armée de la Ligue se dispersa dans la campagne lombarde, laissant le chemin des Alpes libre aux Français. Charles VIII avait remporté sa seule vraie victoire militaire de la campagne. Mais cette victoire avait un coût. L'armée française avait perdu 1000 hommes, dont de nombreux nobles. Pire encore, les bagages royaux étaient tombés aux mains des ennemis. Charles perdait ainsi une partie de son trésor, et surtout ses archives, qui contenèrent les preuves de ses négociations secrètes avec les princes italiens. Malgré sa victoire à Fornoux, Charles VIII comprenait que son aventure italienne touchait à sa fin. Son armée était trop affaiblie pour tenir tête à tous les ennemis qui se liguaient contre elle. Les nouvelles de Naples étaient catastrophiques. Ferdinand II d'Aragon avait débarqué en Calabre et reconquait méthodiquement le royaume. La traversée des Alpes se déroula dans des conditions difficiles. L'été 1495 était particulièrement rude et les cols montagnards éprouvaient durement les soldats français. Beaucoup moururent d'épuisement ou de maladie avant d'atteindre la France. Charles VIII rentra dans son royaume avec moins de 6000 hommes, soit le tiers de l'effectif parti de Naples. L'accueil en France fut mitigé. Si la noblesse célébrait la victoire de Fornoux, les bourgeois et le clergé déploraient le coût de l'expédition. Le trésor royal était vide et il fallait lever de nouveaux impôts pour rembourser les dettes de guerre. Les territoires cédés à l'Espagne et à l'Empire manquaient cruellement au royaume. Charles VIII lui-même était transformé par cette expérience. Le jeune homme naïf qui avait quitté la France en 1494 était devenu un homme mûri par l'épreuve. Il avait découvert la complexité de la politique italienne et mesuré les limites de la puissance française. Mais il n'avait pas renoncé à ses ambitions. Dès son retour à Amboise, le roi commença à préparer une nouvelle expédition. Il négociait avec tous les princes européens, cherchant de nouveaux alliés pour reconquérir Naples. En novembre 1497, il signa même un traité secret avec Ferdinand le Catholique pour se partager l'Italie du Sud. Mais le sort en décida autrement. Le 7 avril 1498, Charles VIII se promenait dans les jardins du château d'Amboise quand il se dirigea vers les cours de Paume. En passant sous une porte basse, il heurta violemment le linteau de pierre avec son front. Le choc fut si brutal qu'il s'effondra immédiatement. Charles VIII resta conscient quelques heures après son accident. Il put encore parler avec ses proches et donner ses dernières instructions. Mais vers minuit, il sombra dans le coma. Les médecins royaux tentèrent tout ce qu'ils savaient pour le sauver. Mais leur remède était impuissant contre ce type de traumatisme. Le roi mourut dans la nuit, à l'âge de 27 ans. Sa mort stupide frappa toute l'Europe de stupeur. Charles VIII, qui avait survécu aux batailles d'Italie et aux embuscades de ses ennemis, périssait bêtement dans son propre château. Cette fin absurde donnait une dimension tragique à son règne. Anne de Bretagne pleura sincèrement son époux. Malgré les infidélités du roi et son obsession italienne, elle avait fini par s'attacher à ce grand enfant rêveur. Elle était enceinte au moment de l'accident, mais perdit l'enfant peu après la mort de Charles. Avec lui disparaissait la dernière chance d'héritier direct. Louis d'Orléans, cousin du roi défunt, monta sur le trône sous le nom de Louis XII. Ce prince âgé de 36 ans avait accompagné Charles VIII en Italie et partagé ses rêves de conquête. Il épousa Anne de Bretagne pour maintenir l'union de la Bretagne à la France et reprit immédiatement les projets italiens de son prédécesseur. Les funérailles de Charles VIII furent célébrées avec une pompe extraordinaire. Toute la noblesse de France accompagna le cercueil royal jusqu'à la basilique de Saint-Denis. Mais cette cérémonie magnifique ne pouvait masquer l'échec fondamental du règne. Charles VIII laissait derrière lui un héritage contradictoire. D'un côté, son expédition italienne avait été un désastre politique et financier. La France avait perdu des territoires précieux, vidé son trésor et créé de nouveaux ennemis en Europe. Le royaume de Naples était retombé aux mains des Aragonais dès 1497 et la garnison française avait été massacrée ou faite prisonnière. Mais d'un autre côté, cette aventure avait ouvert la France à la Renaissance italienne. Charles VIII avait ramené d'Italie des artistes, des architectes et des humanistes qui allaient transformer la culture française.
Les châteaux de la Loire, construits dans les décennies suivantes, portent encore la trace de cette influence italienne. L'expédition avait également révélé la supériorité militaire française. L'artillerie de Charles VIII avait révolutionné l'art de la guerre en Europe. Désormais, tous les princes européens voulaient posséder des canons français. Cette avance technique donnait à la France un avantage stratégique considérable. Sur le plan diplomatique, l'aventure italienne avait créé un précédent dangereux. Charles VIII avait montré qu'un royaume européen pouvait intervenir militairement en Italie pour y défendre ses intérêts dynastiques. Cette logique allait dominer la politique européenne pendant tout le XVIe siècle. Louis XII, François Ier et Henri II reprirent successivement le flambeau des guerres d'Italie. Pendant 65 ans, la France et l'Empire s'affrontèrent sur le sol italien dans une série de conflits meurtriers. Ces guerres ne s'achevèrent qu'en 1559 avec le traité de Cateau-Cambrésis qui consacrait définitivement l'échec des prétentions françaises en Italie. L'histoire de Charles VIII illustre parfaitement les dangers de l'ambition démesurée en politique. Ce jeune roi, nourri de romans de chevalerie et de rêves de gloire, avait cru pouvoir ressusciter l'empire de Charlemagne. Sa personnalité romantique l'aveuglait sur les réalités politiques et militaires de son époque. Charles avait sous-estimé la complexité de l'Italie. Cette mosaïque d'États rivaux ne pouvait être unifiée par la seule force des armes. Chaque ville, chaque principauté avait ses propres intérêts et ses propres alliances. Une conquête militaire ne suffisait pas à créer une domination durable. Le roi français avait également mal évalué la réaction de l'Europe. Son intervention en Italie bouleversait l'équilibre européen et menaçait tous les autres souverains. L'Espagne voyait ses possessions siciliennes menacées. L'Empire craignait l'encerclement français. Le pape redoutait la mainmise française sur les États pontificaux. Cette coalition était inévitable. L'erreur la plus grave de Charles VIII fut peut-être de brader les territoires français pour financer son aventure. Le Roussillon, la Cerdagne, l'Artois et la Franche-Comté valaient bien plus que le royaume de Naples. En cédant ces provinces, Charles affaiblissait durablement la position française en Europe. Mais le jeune roi n'était pas entièrement responsable de ses erreurs. L'éducation qu'il avait reçue ne l'avait pas préparé aux subtilités de la diplomatie européenne. Louis XI, tout à sa méfiance maladive, n'avait pas transmis à son fils les clés de sa politique. Charles avait dû apprendre sur le terrain au prix d'erreurs coûteuses. L'expédition de Charles VIII marqua une révolution dans l'art militaire européen. Pour la première fois, une armée utilisait massivement l'artillerie à poudre dans une campagne de conquête. Les canons français démontrèrent leur efficacité contre les fortifications médiévales traditionnelles. Cette révolution technique transforma la stratégie militaire. Désormais, aucune place forte ne pouvait résister longtemps à un siège en règle. Les ingénieurs militaires durent repenser complètement l'architecture défensive. Ils inventèrent les bastions en étoile et les fortifications géométriques qui caractérisent les XVIe et XVIIe siècles. L'infanterie suisse joua également un rôle décisif dans cette transformation. Ces mercenaires disciplinés prouvèrent qu'une infanterie bien entraînée pouvait tenir tête à la cavalerie lourde. Leur technique de combat influença toutes les armées européennes. François Ier créa les bandes françaises sur le modèle suisse. Charles VIII avait aussi innové dans l'organisation logistique de son armée. Son train d'artillerie nécessitait des milliers de chevaux et de bœufs, ainsi qu'un service d'intendance complexe. Cette expérience servit de modèle aux expéditions ultérieures. L'armée moderne, avec ses services spécialisés, naissait en Italie. Paradoxalement, l'échec final de l'expédition renforça ces innovations. Les généraux français comprirent qu'il ne suffisait plus de gagner les batailles pour remporter une guerre. Il fallait aussi tenir le terrain conquis, administrer les populations et neutraliser les révoltes. Cette leçon influença profondément la pensée militaire française. L'aspect le plus positif de l'aventure italienne fut incontestablement l'enrichissement culturel qu'elle apporta à la France. Charles VIII et ses nobles découvrirent en Italie une civilisation raffinée qui les éblouit. L'art, l'architecture, la littérature et les sciences italiennes étaient alors à leur apogée. Le roi ramena dans ses bagages 22 artistes et artisans italiens. Parmi eux figuraient des architectes comme Fra Giocondo, des sculpteurs comme Guido Mazzoni et des décorateurs comme Domenico da Cortona.
Ces maîtres transplantèrent en France les techniques artistiques de la Renaissance. L'architecture française se transforma radicalement sous cette influence. Les châteaux de la Loire, construits dans les décennies suivantes, mélangent les traditions françaises et les innovations italiennes. Chambord, Azay-le-Rideau et Chenonceau témoignent encore aujourd'hui de cette synthèse artistique. Charles VIII créa également les premières collections royales d'art italien. Il fit copier de nombreux manuscrits grecs et latins, découverts dans les bibliothèques de Naples et de Florence. Ces textes enrichirent considérablement la culture française et accélèrent le mouvement humaniste. L'influence italienne toucha aussi les mœurs et l'étiquette. Les nobles français adoptèrent le goût italien pour le luxe vestimentaire et la sophistication culinaire. Les fêtes de cour devinrent plus raffinées. Cette évolution culturelle survécut largement à l'échec politique de l'expédition. Mais cette fascination pour l'Italie eut aussi des effets pervers. Elle détourna l'attention française des problèmes intérieurs du royaume. Pendant que les rois rêvaient de conquêtes italiennes, les structures administratives et économiques françaises stagnaient. Cette négligence coûta cher aux générations suivantes. La mort prématurée de Charles VIII bouleversa la succession française. Le roi ne laissait aucun héritier mâle. Ses 4 enfants légitimes étaient tous morts en bas âge. Cette extinction de la branche directe des Valois ouvrait une crise dynastique potentielle. Louis d'Orléans, qui devint Louis XII, était le plus proche parent mâle du défunt roi. Mais cette succession collatérale créait un précédent dangereux. Elle montrait que la couronne de France pouvait passer d'une branche à l'autre de la famille royale selon les aléas de la mortalité. Le nouveau roi hérita des ambitions italiennes de son prédécesseur. Louis XII revendiquait même le duché de Milan par sa grand-mère Valentine Visconti. Cette double prétention, sur Naples et sur Milan, allait entraîner la France dans de nouveaux conflits italiens encore plus coûteux que ceux de Charles VIII. Anne de Bretagne joua un rôle crucial dans cette continuité. En épousant Louis XII, elle maintint l'union personnelle entre la Bretagne et la France. Mais cette union restait fragile puisqu'elle dépendait des liens matrimoniaux. La question bretonne ne fut définitivement réglée qu'en 1532 par l'incorporation du duché au royaume. L'aventure italienne influença aussi la politique matrimoniale française. Les rois de France prirent l'habitude de marier leurs enfants avec des princes italiens pour soutenir leurs prétentions péninsulaires. Ces alliances compliquèrent encore la situation diplomatique européenne. L'expédition de Charles VIII marqua la fin de l'isolement français en Europe. Depuis la guerre de Cent Ans, la France s'était repliée sur elle-même pour panser ses blessures. L'aventure italienne la replaçait au centre du jeu diplomatique européen, mais dans une position difficile. L'intervention française révéla la faiblesse structurelle de l'Italie. Cette terre riche et divisée attirait toutes les convoitises. Après Charles VIII, l'empereur Maximilien, puis Charles Quint, tentèrent à leur tour de dominer la péninsule. L'Italie devint le champ de bataille principal de l'Europe pendant plus d'un siècle. L'Espagne émergea comme le principal rival de la France. Ferdinand le Catholique avait compris que l'hégémonie en Italie était la clé de la domination européenne. Il développa une stratégie d'encerclement de la France qui culmina sous Charles Quint. Cette rivalité franco-espagnole structura toute la politique européenne du XVIe siècle. La papauté sortit affaiblie de cette crise. Alexandre VI avait montré son impuissance face aux armées étrangères. Ses successeurs durent naviguer prudemment entre les puissances rivales, perdant une partie de leur indépendance politique. Cette évolution contribua à la crise religieuse qui éclata au siècle suivant. L'Empire ottoman, grand absent de l'expédition de Charles VIII, observait avec intérêt ces querelles européennes. Soliman le Magnifique profiterait plus tard des guerres d'Italie pour étendre son influence dans les Balkans. L'affaiblissement mutuel des puissances chrétiennes servait les intérêts turcs. L'expédition italienne coûta une fortune au royaume de France. Le trésor si patiemment constitué par Louis XI fut entièrement dilapidé en moins de 2 ans. Cette hémorragie financière handicapa durablement l'économie française et obligea à lever de nouveaux impôts impopulaires. Les territoires cédés à l'Espagne et à l'Empire représentèrent des pertes économiques considérables. Le Roussillon produisait des vins réputés. L'Artois était une région textile prospère. La Franche-Comté contrôlait des routes commerciales importantes. Ces concessions appauvrissaient le domaine royal pour financer un rêve chimérique.
Les marchands français subirent également les conséquences de cette politique. L'instabilité italienne perturbait les échanges commerciaux traditionnels. Les guerres rendaient les routes dangereuses et augmentaient les coûts de transport. Cette situation profita aux rivaux anglais et flamands de la France. Le système fiscal français sortit déformé de cette épreuve. Pour financer l'expédition, Charles VIII multiplia les emprunts et les expédients financiers. Cette dette publique croissante obligeait ses successeurs à pressurer davantage les contribuables. Le cercle vicieux de l'endettement royal commençait. Paradoxalement, l'échec italien poussa la France à développer son économie intérieure. Ne pouvant plus compter sur les ressources italiennes, les rois suivants encouragèrent l'agriculture et l'artisanat français. Cette politique portait ses fruits sous Henri IV, mais au prix d'un demi-siècle de difficultés. L'expédition italienne transforma profondément la noblesse française. Ces guerres lointaines donnèrent aux nobles de nouvelles perspectives de carrière et d'enrichissement. Beaucoup de familles françaises firent fortune en Italie ou s'y ruinèrent complètement selon les aléas de la guerre. La découverte de l'art de vivre italien modifia les mœurs nobiliaires. Les châteaux français se couvrirent de décorations italiennes. Les jardins se transformèrent selon les modèles de la Renaissance. Cette évolution culturelle coûtait cher, mais donnait à la cour de France un prestige européen. Les guerres d'Italie créèrent une nouvelle génération de généraux français. Des hommes comme Gaston de Foix, Bayard ou François Ier acquirent leur expérience militaire sur les champs de bataille italiens. Cette école de guerre forma l'élite militaire française pour plusieurs générations. Mais cette orientation italienne eut aussi des effets négatifs. Elle détourna la noblesse française de l'administration du royaume. Les nobles préféraient chercher fortune en Italie plutôt que de gérer leurs domaines français. Cette négligence contribua aux troubles sociaux des siècles suivants. L'idéal chevaleresque, réactivé par l'aventure italienne, entretint également des illusions dangereuses. Beaucoup de nobles français continuèrent à croire que la valeur individuelle pouvait l'emporter sur la supériorité numérique ou technique. Cette mentalité archaïque coûta cher à la France lors des conflits ultérieurs. Charles VIII reste dans l'histoire comme le roi qui ouvrit l'ère des guerres d'Italie. Cette série de conflits, qui s'étala sur 65 ans, marqua profondément l'histoire européenne. Mais l'initiateur de cette aventure ne put en voir que le commencement prometteur. Sa mort stupide à 27 ans lui évita de constater l'effondrement de son œuvre. Dès 1497, Ferdinand d'Aragon reconquérait Naples et massacrait la garnison française. Le royaume si facilement conquis retombait aux mains de ses anciens maîtres. Le rêve italien de Charles VIII s'évanouissait aussi vite qu'il était né. Pourtant, ce jeune roi naïf avait réussi quelque chose d'extraordinaire. En 8 mois, avec 30 000 hommes, il avait conquis l'Italie du Nord au Sud. Cette prouesse militaire força l'admiration de toute l'Europe. Même ses ennemis reconnaissaient la supériorité technique et tactique de son armée. L'héritage de Charles VIII dépasse largement ses échecs politiques. Il introduisit la Renaissance en France, révolutionna l'art militaire européen et replaça son royaume au centre de la diplomatie continentale. Ses apports positifs survivent à l'effondrement de ses ambitions dynastiques. Charles VIII incarnait parfaitement son époque. Ce jeune homme pris entre le Moyen Âge finissant et les temps modernes naissant cherchait sa voie dans un monde en mutation. Son échec rappelle que l'histoire ne pardonne pas aux dirigeants qui confondent leurs rêves personnels avec l'intérêt de leur peuple. Son règne marque la fin de la France médiévale et le début de la France moderne. Après lui, plus jamais un roi de France ne pourra gouverner en comptant seulement sur sa vaillance personnelle et ses droits héréditaires. L'époque des grandes monarchies bureaucratiques commence et Charles VIII en fut malgré lui l'un des précurseurs.